Alors, du coup, et donc tu suis tu as suivi la même formation que moi en coaching parental dans l'école d'Isabelle Filiosa. Donc, on est toutes les deux coachs parentales et consultantes en éducation. C'est ça. Et puis, j'ai eu l'occasion de faire d'autres lives avec d'autres collègues. Et c'est vrai qu'on dit souvent que on a toutes les mêmes bases en termes de compétences et de connaissances, mais on a toutes développé des particularités, des spécialités peut-être de par nos affinités, de par nos chemins de vie. Et toi, tu t'intéresses particulièrement aux enfants atypiques et aux Oui, enfants donc, dans lesquels on peut retrouver les enfants au potentiel, hyperactifs, 10, oui, etc. tout à fait. Alors, du coup, est-ce que tu peux me parler de toi un petit peu? Écoute, alors comme tu l'as dit, effectivement, donc je suis la formation d'Isabelle Filiosa à l'IREM à Paris. Donc moi, je suis basée en Guadeloupe, parce que j'habite la Guadeloupe, et j'exerce donc actuellement à Bémao et à Petit-Bourg, plus particulièrement. Mon cabinet est à Petit-Bourg. Donc je pars régulièrement à Paris pour mes formations. Et là, justement, donc, je dois également suivre une formation plus particulièrement sur les enfants atypiques avec le centre Cogitos, également à Paris. Donc oui, Ok. comme tu l'as dit, c'est mon dada, les enfants atypiques, parce qu'effectivement, ce sont des enfants qui sortent du cadre, qui est le cadre, on va dire, établi par la société. Et en fait, comme j'aime à le dire, un enfant HP n'est pas un enfant comme les autres, mais comme les autres, c'est un enfant. Donc, c'est vrai que c'est important de garder cela à l'esprit. Oui, il raisonne vite. Oui, donc il réfléchit vite. Oui, il a donc des réponses qui sont assez remarquables par rapport à son âge, mais ça reste un enfant. Hmm. Alors, est-ce que du coup, oui, aujourd'hui, du coup, on va plutôt parler des hauts potentiels, hein, parce que dans les Oui, enfants atypiques, il peut y avoir de nombreux atypies. Moi, oui, j'appelle ça aussi des particularités neurologiques, parce on voit bien dans le cerveau que c'est vraiment des particularités. Hein, c'est des enfants qui ont des particularités au niveau du cerveau. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces enfants? Alors, un coup, on entend surdoué, on entend haut oui, potentiel, on entend précoce, on entend zèbre. C'est oui. quoi toutes ces dénominations et ça recouvre quoi en fait? En fait, il y a eu plusieurs dénominations en fonction des niveaux de recherche et en fonction effectivement donc du temps. Avant, donc, on avait donc une vision de l'enfant précoce comme étant précoce, à savoir en avance sur son âge. On avait également donc la notion du surdoué, voilà, ou au Canada, on parle de douance. Voilà. Oui. Alors, surdoué, à savoir que il est plus doué que les autres. Et avec les découvertes des neurosciences, comme tu l'as dit, on s'est rendu compte que ça n'a rien à voir avec une fonction donc supérieure, mais plutôt différente. Puisque dans les connexions neuronales de l'enfant au potentiel sont différentes et plus rapides. Alors, on parle également de zèbre, comme l'a dit donc Jeanne Sofachin. Zèbre, pourquoi? Parce qu'en fait, de l'extérieur, ils semblent être tous similaires, sauf que quand on regarde de façon un petit peu plus pointue, les rayures sont différentes. Et oui, ils fonctionnent de façon différente. On Ok. parle également aussi aujourd'hui de phylocognitif. Alors, phylocognitif, donc, c'est le terme actuel, qui est un peu différent dans le sens où ce sont des personnes qui aiment réfléchir. C'est-à-dire que tout est source de réflexion, tout est source donc de pouvoir aller chercher donc la réponse, discuter, vérifier, voilà. Donc ça, c'est encore un autre fonctionnement. Mais on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'ils ont à peu près donc toutes des caractéristiques communes. Comme on disait, donc le haut potentiel. Alors, le haut potentiel, il faut savoir que, comme son nom l'indique, c'est un potentiel. Donc, ce potentiel, il peut être développé en fonction donc de l'environnement familial, également donc de l'environnement scolaire. Donc, c'est pas parce qu'un enfant est haut potentiel qu'il est forcément. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de fausses croyances en fait par rapport au haut potentiel. On pense que forcément c'est le surdoué de la classe qui a aucun problème Oui. dans ses apprentissages, qu'il va forcément s'en sortir dans la vie, alors que c'est pas forcément vrai en fait. Non,
Non, pas du tout. Alors, en fait, ce sont des enfants qui peuvent se reconnaître donc, par des signes bien particuliers. Alors, par exemple, clairement, donc, ce qui est commun, donc, on va dire, aux enfants au potentiel, c'est notamment quand il est enfant, jeune enfant, la précocité donc, psychomotrice. Donc, ça veut dire que il va marcher plus vite que les autres. Enfin, je veux dire, donc, dans le cadre donc, pédiatrique, on va dire, il va marcher un peu plus vite que les autres. Il va dire ses premiers mots plus vite. À la crèche, donc, il sera un peu plus autonome que les autres. Ce qui les regroupe donc plus particulièrement, c'est l'hypersensibilité émotionnelle. Ce sont des enfants qui, clairement, donc, au niveau de leurs émotions, vont être en plus. À savoir que, je vais donner un exemple, un enfant qui va donc chuter, qui va se faire mal face à la douleur. Donc, un enfant lambda va pleurer voilà, à la hauteur de la douleur qu'il a subie. Un enfant précoce, il va pleurer beaucoup plus, il va être beaucoup plus dans l'émotion. La peur également, par rapport donc, à l'émotion de la peur, que ce soit des émotions dites positives ou dites négatives, elles seront donc exacerbées. Je connais notamment donc, un enfant précoce qui a 14 ans, a besoin donc de dormir avec la lumière pour être rassuré. Au niveau des sensations aussi, ils sont plus sensibles. Par exemple, une étiquette dans un t-shirt, pour nous, ça ne va pas être donc gênant, mais pour un enfant précoce, ça va être horrible. Ah non, mais non, maman, j'en peux plus, cette étiquette, elle me gêne. Voilà. Et ça, on a besoin aussi de pouvoir l'entendre, que le bruit aussi parfois donc, peut être donc, pénible pour eux. Donc, en fait, ils sont hypersensibles au niveau de l'ensemble de leurs sens. Tous les sens sont hyper exacerbés. Donc, tous leurs sens sont exacerbés. Alors, sauf que donc, pour certains sens le sont plus que d'autres. D'accord ? Ce n'est pas donc tous les sens qui sont forcément exacerbés. Certains le sont plus que d'autres. Ils ont aussi une grande créativité. Ce sont des enfants qui vont être à la recherche justement de l'élément qui va faire la différence, qui va mettre donc en pratique très rapidement ce qu'ils ont appris et plus particulièrement, ils ont ce qu'on appelle une pensée en arborescence. D'une idée va émerger plusieurs autres. Alors, il faut vous imaginer en fait un arbre. On part donc d'une idée, donc le tronc, et à partir du tronc, il va y avoir donc plusieurs autres idées émergentes qui représentent, on va dire, donc le cerveau de l'enfant atypique. Particulièrement au potentiel. Effectivement, puisque les gens, enfin, en général, on va dire ceux qui ne sont pas au potentiel, on a une pensée plutôt linéaire, oui. C'est ça, alors que les enfants, enfin même les adultes d'ailleurs au potentiel, ont cette pensée en arborescence qui, une idée en amène une autre, qui en amène encore plusieurs autres. Et ce qui peut aussi expliquer qu'ils sont aussi assez brouillons, ils ne sont pas forcément super organisés. Non, ils ne sont pas organisés justement parce que donc, ils ont besoin, justement au niveau scolaire, c'est ce qui va leur être indispensable, c'est de leur donner de la méthode. Alors, leur donner de la méthode, oui. Maintenant, il faut aussi pouvoir se mettre à leur niveau, puisque ce sont des enfants qui ont besoin de sens, qui ont besoin de précision. Ils ne vont pas faire donc, les choses juste pour les faire, il faut qu'ils comprennent pour quelles raisons ils le font. Et puis, au-delà de ça, ils ont besoin de précision. Clairement, donc c'est un enfant qui va vous dire maman, écoute, on y va, on part. Oui, oui, chérie, on part à 8 heures. D'accord, là justement, il est 8 heures, on y va. Ah non, maman, hein, il est 7h58. Voilà, c'est ce type de précision auquel ils vont s'attacher, mais qui ont tout leur sens pour eux. Et puis, moi, ce que j'aime aussi à dire, c'est que ce sont vraiment de fins négociateurs, parce que justement, dans ce besoin de précision, donc, il faut qu'ils soient rejoints justement donc, dans leurs besoins. Et à ce moment-là, ils vont demander à pouvoir vérifier donc, où vous en êtes par rapport à où ils en sont. Et là, ils rentrent dans un jeu de négociation. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est que ce sont des enfants qui sont intolérants à la frustration. De par leur hypersensibilité, ils ont beaucoup de mal à la frustration et c'est là aussi pareil qu'il faut apprendre à les rejoindre dans leur monde
et à vraiment faire preuve de beaucoup de bienveillance. Aussi, donc, pour pouvoir identifier donc, un enfant précoce, alors oui, il y a effectivement ces caractéristiques, mais aussi, bien évidemment, le test QI reste donc le moyen pour pouvoir identifier un enfant précoce. Oui, parce qu'effectivement, les caractéristiques, ça peut rejoindre des caractéristiques d'enfants hypersensibles qui ne sont pas forcément précoces. Oui, on dit qu'un enfant précoce est hypersensible, mais un enfant hypersensible n'est pas forcément précoce. Il y a à peu près 15% de la population qui est hypersensible, mais que 3% de la population qui est haut potentiel. Oui, on évalue à peu près à 2,3% donc la population d'enfants au potentiel. Donc, pour en être sûr, il faut vraiment faire un test en fait. Il faut faire un test, ça c'est indispensable. Alors, le test, donc effectivement, est un indicateur, mais ce n'est pas tout. Alors, on évalue qu'un enfant est au potentiel quand son QI est égal ou supérieur à 130. Alors, auprès de qui on peut faire un test? Si les parents se demandent, se posent la question, ils peuvent se renseigner auprès de qui? Alors, le test peut se faire donc avec un psychologue qui est habilité donc, à faire ce type de test, un neuropsychologue également. Les psychologues scolaires sont formés aujourd'hui, certains psychologues scolaires sont formés à réaliser donc, ce test. Ce que je recommande, c'est que le test soit fait par un psychologue donc, qui soit non seulement donc, habilité, mais aussi donc, qui soit au fait de l'enfant, de la précocité. Et pour finir, donc, que ce soit un psychologue donc, qui suit l'enfant, voilà. Et si donc il y a besoin de refaire le test, puisque donc l'Éducation nationale demande à refaire le test tous les 2 ans, que ce soit le même psychologue qui refasse ce test. Parce que ce psychologue donc, aura fait alliance avec l'enfant et connaîtra l'enfant et cet enfant se sentira beaucoup plus en confiance avec lui. Ok, très bien. Alors, est-ce que du coup, pour toi, est-ce que c'est important, une fois qu'on a les résultats, est-ce que c'est important d'en parler avec l'entourage, avec les enseignants, avec… Alors, je dirais en fait que d'en parler, ce n'est pas forcément nécessaire. Alors déjà, à l'enfant, si l'enfant se pose des questions, parce que bien souvent, il se demande pourquoi il est différent des autres, pourquoi il réfléchit autrement, pourquoi il est plus sensible que les autres, pourquoi parfois donc, les autres ne le comprennent pas, il a besoin de réponses. Donc ces réponses-là, il est important de les lui donner. Donc à travers le test, on peut les lui donner. Le psychologue peut également expliquer donc justement le fonctionnement, en quoi il est différent et surtout lui expliquer que la différence n'est pas une tare, mais justement peut être un avantage. Aussi, donc, parler à l'entourage, ça dépend donc des difficultés que rencontre le haut potentiel. S'il a des difficultés donc, scolaires, il est important d'en parler à l'équipe pédagogique qui pourra mettre en place un plan d'accompagnement personnalisé avec l'enfant et donc l'équipe éducative pour lui permettre donc de s'épanouir au niveau scolaire et aussi d'avoir donc des relations sociales beaucoup plus apaisées. Ok. Effectivement, ça me paraît être important. Après, d'en parler aussi avec l'enfant, de savoir si lui, il veut en parler avec ses enseignants. Parce que j'ai mon exemple personnel donc, de mon fils qui ne voulait pas du tout au début parce qu'il avait peur de cette image de différence. C'est ça. Donc, j'ai quelqu'un qui vient participer à mon live. Coucou. Et finalement, quand on a repris les choses, expliqué, etc., et qu'on en a parlé avec son enseignant, et c'est vrai qu'on a pu mettre en place des choses vraiment intéressantes avec l'enseignant, puisque il y avait ça, il y avait vraiment l'hypersensibilité, le fait d'être intolérant à trop de bruit, trop d'agitation. Donc voilà, l'Institut a mis en place des choses, et c'était vraiment intéressant pour ça, effectivement, via un PAP aussi. Oui, c'est ça, exactement. Oui, non, c'est nécessaire parce qu'en fait, ça les coupe finalement donc, de leur performance et ça les coupe justement donc, à l'apprentissage scolaire. Donc, c'est nécessaire de pouvoir mettre en place un aménagement qui est adapté donc, à leur problématique.
Ok. Et oui, ce qu'on dit aussi souvent, c'est que les enfants précoces sont forcément des grosses têtes, entre guillemets. C'est un peu l'image qu'on garde, hein, la grosse tête, qui travaille bien, qui travaille beaucoup. Et en Ouais. fait, c'est pas forcément vrai, puisqu'il y a pas mal d'enfants précoces qui Oui. finissent par décrocher, en fait, qui peuvent être en Ah oui? décrochage scolaire. Mhm. J'ai vu, alors les derniers chiffres qui parlent de un tiers qui réussit très bien, un tiers qui est dans la moyenne et un tiers qui décroche complètement. C'est ça. C'est ça. En fait, donc, on évalue à peu près à un tiers des enfants au potentiel qui sont décrocheurs, puisque donc justement les aménagements ne sont pas mis en place et ils ne sont pas identifiés en tant que tels. L'avantage aujourd'hui, c'est que les enseignants sont formés. Donc, certains sont formés à travers EduSchool, notamment, qui a une page où ils décrivent les différents profils donc, des enfants précoces. On a identifié 6 profils. Voilà, 6 profils de l'enfant précoce. Alors, celui qu'on connaît, donc, c'est l'enfant le haut potentiel brillant, le Einstein, donc voilà, avec ses petites lunettes, très intelligent, le premier de la classe, très adapté. Donc, il s'adapte aux besoins donc, de l'enseignant. Donc, ça, c'est le HP brillant. Donc, lui, clairement, on ne le remarque pratiquement pas. Voilà, il est donc, on va dire, assez linéaire dans son comportement donc, au niveau de la classe. Le HP autonome, donc lui, il est très sociable. Voilà, c'est clairement donc l'enfant qui, le premier de la classe aussi, le délégué de classe, le passionné, qui a vraiment de très bonnes relations avec ses pairs. Donc vraiment, c'est l'enfant qui s'épanouit en tout cas à travers son potentiel. Il existe également donc le HP discret. Le HP discret, on l'identifie souvent à une fille. C'est une fille aussi donc qui est très effacée et qui a un fort besoin d'appartenance. Donc, de par ce besoin d'appartenance, elle va se fondre dans la masse. Elle ne va pas chercher à se faire remarquer, elle va essayer d'appartenir à un groupe et justement d'être en adéquation avec ce groupe. Et pour ce faire, elle va nier ses compétences. Donc, c'est un profil à prendre en charge et à redonner donc confiance pour qu'elle puisse développer donc ses réelles compétences. Alors, celui qu'on connaît moins, enfin ceux qu'on connaît le moins, ce sont donc les 3 derniers. C'est le HP provocateur notamment, qui est difficile à identifier parce que son potentiel est noyé dans la masse donc des provocations, des atteintes, du refus d'autorité. Ça me rappelle quelqu'un. Oui, maintenant que t'en parles. Voilà, du refus d'autorité, donc il a du mal effectivement à respecter les règles. Le HP, de manière générale, il respecte les règles, mais il a besoin de les comprendre. Donc, il va forcément donc opposer son point de vue, opposer donc sa vision, et c'est en ça qu'il est nécessaire de pouvoir le rejoindre dans son monde. Le HP décrocheur, alors lui, il est empreint de colère. Il est empreint de colère, c'est un enfant qui est solitaire et qui aussi, comme les autres, a son haut potentiel. Et ce sur quoi il est nécessaire de travailler, c'est sur la colère. C'est sur comment gérer cette colère, comment donc éventuellement qu'elle soit profitable et puis donc qu'on puisse la transformer justement en capacité. Et donc, il y a vraiment un enfant au potentiel qui a cette colère-là, mais qui vient de quelque part ou qui est juste inné, qui est juste… Alors, c'est une colère qui est donc innée dans le sens où ça fait partie donc de son profil, mais c'est aussi quelque chose donc à travailler étant donné que elle peut être donc comment dire prise en charge et elle peut être transformée. Donc oui, elle peut venir aussi donc de quelque part, elle peut venir donc de son vécu. Et c'est doublement donc nécessaire de prendre en charge. Oui, parce que je sais que les hauts potentiels ont ce sens de la justice qui est hyper exacerbé chez eux, oui, en général. Dès que quelque chose est injuste, ça les met dans des états et ça leur provoque beaucoup de colère souvent. Oui. Donc,
voilà, peut-être qu'il y a ce côté vraiment de justicier, entre guillemets, Oui. qui provoque beaucoup de colère chez certains Oui, tout à fait, enfants. exactement. Oui, et ça vient Mm. aussi donc justement de leur hypersensibilité et du sens de précision. D'où Voilà, l'importance que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment d'expliquer, de donner du sens quand on leur demande quelque chose, parce que s'ils trouvent que c'est injuste, dès qu'ils sentent qu'il y a une demande ou une ou une exigence ou règle, oui, une qui est règle est injuste, injuste, voilà. ils vont pas du tout la suivre, ils vont plutôt Non, être enfin, en tout cas pour ces deux derniers dont tu parles, ils vont plutôt être dans la rébellion du coup. c'est ça, Et donc c'est exactement. voilà, Ouais. vraiment important qu'ils aient le sens qui en général, ça se passe beaucoup mieux quand ils comprennent le sens. Oui, tout à fait. Oui. Et là, à ce moment-là, on a donc un enfant qui est plus collaboratif plutôt que d'être dans la rébellion. Tout à Le fait. dernier profil donc, que je voulais aborder, c'était celui donc, du haut potentiel doublement exceptionnel. Doublement exceptionnel, pourquoi? Parce que bon, oui, effectivement, il a ce haut potentiel et il développe aussi donc, des troubles comme le TDA, donc le trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Oui, je connais. Donc Oui, le oui. mien, il est doublement exceptionnel, Il effectivement. est doublement exceptionnel, effectivement, oui. Donc, avec ou sans hyperactivité, hein, puisque bon, voilà, c'est pas forcément lié. Donc, un enfant peut être donc TDA sans être donc hyperactif. Alors, je Mm, rappelle que l'hyperactivité est un trouble, ce n'est pas une étiquette. mm. Parce que bien souvent, on entend ah ben mon enfant il est hyperactif. Oui, il est hyperactif. Est-ce qu'il est détecté hyperactif? Est-ce que donc il est capable ou non d'attention? Voilà, ce n'est pas une étiquette. Il est vraiment nécessaire de faire identifier et détecter un enfant Mm. pour donc pour vérifier donc s'il est ou non hyperactif. Oui, aujourd'hui, on parle beaucoup d'hyperactivité et c'est vrai qu'on a tendance à étiqueter un petit peu les Oui, enfants, à les taxer entre guillemets d'hyperactivité dès qu'ils sont un peu trop remuants, c'est alors ça. qu'on oublie souvent qu'un enfant, il y a A certains besoin de enfants qui bouger. sont remuants Eh plus que oui, d'autres, hein. Tous ceux qui bien sont sûr. physiques ont besoin de beaucoup bouger et ce n'est pas forcément un signe d'hyperactivité et Non. qu'effectivement, comme tu disais, ça demande vraiment à faire des tests et à être repéré par un spécialiste. Parce Oui, que tout là à aussi, fait. c'est un trouble qui vient, enfin, qui se voit aussi dans le cerveau. Voilà, oui, oui, oui. Alors ça reste un Mm. trouble, hein. Donc Mm. voilà, comme donc dans les enfants doublement exceptionnels, il y a également les enfants qui sont autistes, voilà, ou qui ont le syndrome d'Asperger ou Mm. le trouble donc autistique. Mm. Voilà, donc pour ces enfants-là, il est donc essentiel de déjà traiter donc le trouble additionnel. Mm. Donc que l'enfant donc puisse donc avoir les outils nécessaires pour pouvoir traiter donc ce trouble donc supplémentaire avant de pouvoir véritablement lui donner des outils donc pour qu'il puisse donc mettre en place son potentiel. Alors, quand on parle de traitement, ce n'est pas forcément un traitement médicamenteux. Non, non. Après, c'est à voir avec généralement un neurologue ou un neuropédiatre, Oui, tout à fait. à voir avec lui ce qui est le mieux, mais on peut aussi ne pas médicamenter, en fait. Non, 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 c'est pas alors c'est pas forcément nécessaire, donc Mm. ça dépendra donc du niveau donc du trouble, Oui. mais donc il peut y avoir un accompagnement neuropsychologique ou psychologique qui Mm. permettra justement donc à l'enfant d'être un peu plus apaisé. OK. OK. Et ben, et donc il y a aussi une comorbidité souvent, enfin comorbidité, c'est ce qu'on appelle la présence de plusieurs, on va dire, de plusieurs troubles en même temps, Facteur. de plusieurs facteurs. Donc avec les HPI, il y a aussi souvent, on peut retrouver aussi du 10, Oui, on peut aussi souvent. retrouver, oui, tout à fait. On peut aussi Mm. retrouver du 10 puisque donc ce sont aussi donc des enfants donc qui sont hypersensibles. Donc ça aussi c'est une problématique à prendre en compte avec avec un orthophoniste, avec donc voilà un neurologue en fonction donc Mm. des troubles qui sont associés. Mm. OK, OK, OK. Alors, du coup, comment on peut les aider? Alors, qu'est-ce que ça crée en fait? On a l'impression que euh, alors moi, je sais que le regard des gens autour, hein, quand on dit que notre enfant est au potentiel, alors c'est soit, ah, bah,
oh, elle fantasme trop sur le fait que son enfant est un surdoué, ou d'autres qui disent bah, il n'a pas l'air il a Oui. pas l'air tellement. Et donc, on a quand même ce regard des autres, en fait, qui est pas facile à vivre. Et nous, en tant que parents, ben, on se rend compte que ce n'est pas forcément un cadeau, hein, parce que c'est parfois et même souvent assez difficile à vivre. Et pour l'enfant aussi. C'est pas toujours facile à vivre, à assumer, aussi ce sentiment d'être différent. Parfois, ça peut amener de la souffrance. Alors, comment on peut les aider du coup à avoir une vie plus apaisée, hein, les enfants comme leurs parents? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Alors moi, déjà, dans un premier temps, j'invite le parent à être au clair avec le profil de son enfant. Parce que oui, effectivement, comme tu disais, donc on voit souvent donc l'enfant brillant. Et non, ils ne sont pas que ça, d'accord. Donc, ce sont aussi donc des personnes à part entière. Et ces personnes et ces enfants-là, plus particulièrement, ont besoin de beaucoup de bienveillance. Donc, que le parent déjà soit au clair avec qui est son enfant, comment il fonctionne. Et ça, c'est grâce donc à l'accompagnement donc d'un psychologue ou même d'un coach parental qui vous permettra donc justement d'identifier comment est votre enfant, comment il fonctionne. À partir de là, expliquer donc à l'enfant en quoi il est différent, en quoi il est exceptionnel, en quoi il peut donc vivre avec cette particularité tout en étant apaisé. Alors, moi, ce que je préconise, c'est vraiment une éducation dans la bienveillance, dans l'écoute. Les enfants au potentiel n'aiment pas les cris. Ils n'aiment pas, ils ont beaucoup de mal avec la colère parce qu'ils se sentent percutés vraiment, vraiment de prime abord. Donc, quand vous vous adressez à un enfant potentiel, il est nécessaire de s'adresser avec lui avec calme, sans cri. Alors, c'est pas toujours évident parce que donc ils ont des comportements qui sont parfois exaspérants. Donc, je vous invite à garder votre calme, donc les parents. Prenez un temps de recul. Vous pouvez donc, par exemple, différer donc votre réponse, sortir de la pièce, respirer et revenir pour pouvoir parler avec calme, donc avec votre enfant. Quand je dis parler avec calme, c'est aussi se mettre à sa hauteur. C'est aussi donc pouvoir le rejoindre dans son monde. Alors, certains enfants HP sont très intéressés par les dinosaures, par l'espace. Intéressez-vous à ce qu'il fait. Intéressez-vous aux différents types de dinosaures, donc aux constellations, et rejoignez-le. Rejoignez-le de temps en temps. Il a besoin de ça. Il a besoin de sentir que ses particularités ne sont pas justement donc néfastes à l'autre ou néfastes pour lui. Dans ce sens, moi, j'invite aussi à être vigilant par rapport donc à la dépression, parce que quand un enfant au potentiel n'est pas pris en charge à la hauteur donc de ces différents troubles, il peut effectivement être donc en dépression ou donc en déprime parce que ce sont des enfants hypersensibles. Attention aux mots employés, parce que donc, comme je disais tout à l'heure, ils ont besoin de précision. Autant ils ont besoin de précision donc dans les tâches à réaliser, mais aussi donc de précision en termes de ce qu'ils sont. Utiliser le mot juste. On ne va pas chercher à dire ah ben tu es un petit peu différent, non. Il a besoin de savoir exactement comment il est, comment il fonctionne. Ton cerveau est différent, il fonctionne de façon différente. Mais ce n'est pas parce que tu es différent que tu n'es pas comme les autres. Oui, c'est important parce que je sais que souvent, c'est pas facile à assumer. De dire à un enfant qu'il est différent, c'est pas toujours facile. Oui, bah, surtout en plus vis-à-vis de ses camarades, parce que il se sent, et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à la déprime, parce qu'il se sent différent des autres. Donc, il est pointé du doigt parfois par ses camarades. Moi, j'ai reçu dernièrement une jeune fille de 15 ans qui est HP et qui me disait, mais Sylvie, en fait, mes camarades me trouvent bizarre parce que je ne m'intègre pas, parce que donc difficulté à être en lien avec eux. Et justement, ça entame énormément donc sa confiance en elle et son estime d'elle-même.
Et c'est sur ces éléments, justement, qu'il est nécessaire de pouvoir travailler. Ok. Bon, eh ben, tout un programme du coup. Oui, oui, bah écoutez, de toute façon, après, je ne pourrais pas donc vous donner tous les éléments Non, mais sur c'est live, déjà… Ouais, mais je peux éventuellement donc répondre aussi donc à vos questions ultérieurement pour plus de précision. Voilà. Et à l'école ok. aussi, donc ce sont des enfants qui ont besoin d'avoir un accompagnement adapté, comme on disait tout à l'heure, hein, donc la mise en place d'un plan d'accompagnement personnalisé qui sera adapté donc à ses particularités et à son profil. Parce que donc il y a les particularités cognitives, mais ici il y a aussi donc les particularités donc comportementales auxquelles il faut justement donc faire très attention et puis prendre en charge de façon assez spécifique. Ok. Et donc, pour terminer, est-ce qu'il y a des structures ou des associations qui peuvent venir en aide aux parents qui sont un peu perdus, qui… Alors, il y a différentes associations. Alors, en France notamment, donc, il y a diverses associations, comme Zebra, comme Mansa. En Guadeloupe, il y a l'association Mansa qui a été créée donc récemment, qui reçoit donc les enfants donc de parents, les parents du moins d'enfants au potentiel. Il crée également des groupes de parole et donc des événements. Les psychologues, hein, qui peuvent effectivement déjà dans un premier temps réaliser donc le diagnostic et puis donc permettre un suivi en fonction bien sûr donc des pathologies de l'enfant. Et puis le coach parental, voilà, qui est aussi en mesure d'accompagner plus particulièrement le parent. Parce que oui, il est difficile et parfois très confrontant d'avoir un enfant au potentiel parce que donc il ne rentre pas dans ce fameux cadre, dans ce cadre auquel nous sommes habitués, dans ce cadre donc de l'enfant qui n'est pas trop remuant, comme tu disais tout à l'heure, de l'enfant qui respecte les règles, de l'enfant qui obéit au doigt et à l'œil. Il ne rentre pas forcément dans ce cadre-là. On peut se sentir jugé aussi par les enseignants. Moi, je sais que j'ai souvent eu ça. On me disait, votre fils n'a toujours pas le comportement d'élève. C'est-à-dire, on attendait vraiment qu'il rentre dans un moule d'élèves et il n'y arrivait pas. Et c'est vrai que du coup, qui est jugé en général, c'est les parents. Hein. Oui, parce que bon, bien souvent, on nous targue donc de donner une mauvaise éducation donc à notre enfant. Vous ne lui avez pas appris les codes sociaux. Et oui, bien sûr, ils ont appris les codes sociaux. Voilà. Maintenant, ils ont besoin, comme je disais tout à l'heure, d'y donner du sens. Et à ce moment-là, c'est en fonction du sens qu'il lui donnera que l'enfant lui pourra plus facilement et donc les suivre. Voilà. Donc ils ont besoin de ça. Donc, comme je disais, oui, le coach parental peut permettre donc aux parents de pouvoir aborder justement ce cadre à donner à l'enfant, de pouvoir également donc expliquer comment fonctionne donc l'enfant HP et puis lui donner des ressources. Lui donner des ressources pour notamment discuter avec les enseignants de comment ils fonctionnent. Le bilan est essentiel pour pouvoir établir une communication avec l'équipe éducative. Et puis le parent, comme je disais aussi, a besoin de cette ressource où il est entendu, où il est compris et où donc il n'est pas jugé dans sa façon de faire avec son enfant. Le coach parental peut aussi aider l'enfant à exprimer ses émotions. Tout à fait. Ça aussi, ça fait partie aussi des choses qu'un coach parental fait aussi. C'est peut-être recevoir même la famille pour voir un petit peu comment les interactions se passent. Parfois, il y a des interactions qui ne sont pas toujours faciles. Donc, ça peut être aussi avec l'enfant, avec la famille ou avec le parent ou les parents. Ok, super. Voilà. Alors, s'il y a des parents qui voudraient te contacter, comment ils font pour te contacter? Écoutez, alors pour me contacter, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook Sylvie Edouard ou par téléphone au 06 90 38 74 14. Voilà. Donc je suis joignable par téléphone et mon cabinet est à Petit-Bourg, à la zone industrielle d'Arnouville. Ok, bon en tout cas, je mettrai cette vidéo après sur YouTube et je mettrai toutes les infos juste en dessous de la vidéo.
Et donc, oui, ben, juste rappeler qu'effectivement, en cas de besoin, il y a donc les coachs parentaux qui sont formés dans la même école que nous. Il y a un annuaire qui existe. Vous pouvez juste taper sur Google coach parental Filiosa et donc vous pourrez trouver un coach parental près de chez vous qui pourra vous aider si vous avez une problématique de ce type ou n'importe quelle autre problématique avec votre enfant. Voilà. Bon, ben merci beaucoup Sylvie en tout cas pour toutes ces informations. C'était vraiment super intéressant, c'était passionnant. Merci Baya. Merci Baya de m'avoir accordé ce temps. Et j'espère, vous parents, que vous avez pu trouver donc, un certain nombre d'éléments de réponse concernant votre enfant. Ok, en tout cas, je regarde, on n'a pas de questions. Bon, je pense que l'horaire n'était pas forcément pratique pour tout le monde, mais ça sera rediffusé sur Facebook et sur YouTube. Donc, comme ça, tout le monde pourra avoir les infos. Très bien. Merci, je te dis à bientôt, Sylvie. À très bientôt. Au revoir. Bisous. Bye bye. Bisous.